Ce soir, c'est bien de l'épargne dont on va parler. Et on va notamment parler de ce qu'elle permet, cette désintermédiation, et la modification qu'elle engendre sur le rôle des infrastructures post-marché. Voilà, donc pour parler de tout cela ce soir, et notamment de cette première partie qu'on va aborder, je vous prie d'accueillir Mathilde Descourtis, directrice associée chez Seabird. Laurent Marocchini, directeur de l'innovation chez Société Générale Security Services. Christophe Lepitre, CEO Business. Bonsoir. Jean-Marie Catala, directeur général délégué de Groupama Asset Management. Bonsoir. Et Rémi Cunat, directeur des actifs en unité de compte chez Generali. Bonsoir. Peut-on commencer, a-t-on le go côté régie? C'était un oui. Je vous propose donc de commencer. Et pour commencer, peut-être qu'on peut parler des facteurs qui ont permis à cette disruption d'émerger sur le marché. Rémi, qu'est-ce que vous en avez pensé de cela? Quels ont été, d'après vous, les principaux facteurs qui ont permis à la blockchain de s'affirmer? Alors oui, effectivement, pourquoi la blockchain est aujourd'hui émergente? Je vais vous apporter la réponse d'un assureur, c'est-à-dire d'un acheteur de fonds qui achète des fonds à un asset manager, qui est donc le vendeur de ces fonds. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que c'est une activité ancienne. Si on regarde il y a 20 ans comment fonctionnait ce sujet, finalement, la technologie n'était pas là. Deux, les enjeux pour les assureurs n'étaient pas si importants qu'ils le sont aujourd'hui en matière de distribution en unité de compte. Et donc on a trouvé des prestataires de services qui se sont installés entre celui qui achète et celui qui vend pour fournir du service, un agent de transfert, un fournisseur de data, quelqu'un qui va réguler, tenir le registre, etc. Et la techno a bouleversé ce sujet-là. Et aujourd'hui, des solutions de cette nature émergent. Je pense que si on prend cette même échelle de temps, on a aussi le fait qu'il y a 20 ans, asset managers et assureurs vivaient sur des marges beaucoup plus confortables qu'elles ne le sont aujourd'hui. La concurrence qui était bien moins active et virulente, la concentration de ce marché ne s'était pas faite telle qu'elle est aujourd'hui représentée, en tout cas sur le marché français. Et du coup, comme les volumes n'étaient pas très importants, les coûts associés à cette activité sous-traitée par ces multiples service providers étaient négligeables. On est dans un autre monde aujourd'hui où, je ne vous l'apprends pas, les taux sont très bas, le fonds euro est quand même très très difficile à vendre et pas une bonne solution pour un client assureur de long terme. Où donc les unités de compte ont pris une part importante, mais aussi où la pression réglementaire, la concurrence s'est beaucoup accrue et chacun dans son métier, assureur ou asset manager, cherche évidemment à cruncher ses coûts, à chasser des points de base et tous ces services qui apportent plus aujourd'hui de valeur ajoutée puisque la technologie est là pour remplacer tout ça, on cherche à en diminuer les coûts et donc ces solutions-là permettent de poursuivre ce type d'objectif. Du point de vue asset management, qu'est-ce que vous voyez de plus, Jean-Marie? Alors, je dirais que du côté des producteurs, il y a fondamentalement deux types de facteurs, deux familles de facteurs. Les facteurs économiques, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Rémi, je le partage totalement. Donc le niveau des taux, je rajouterai, parce que quand on a des taux à zéro, l'équilibre économique est beaucoup plus compliqué, donc ça nécessite des investissements et une revue du modèle économique. Moi, j'insisterai plutôt sur le côté réglementaire. Nous sommes une industrie régulée, à la fois côté producteur et à la fois côté distributeur. Et l'évolution de la réglementation au cours des dernières années a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a changé? Je prendrai juste un exemple. C'est qu'aujourd'hui, le distributeur doit justifier de sa prestation de service et de son amélioration de prestation de service par rapport à la rémunération qu'il a. Et donc, un peu schématiquement, il y a deux façons de justifier une prestation, ou une rémunération du moins. C'est soit une amélioration de la prestation par un élargissement de l'offre qui est mise à disposition des clients. Et là, on voit tout de suite que l'enjeu majeur, c'est comment je vais pouvoir accéder à tout type de produits d'une manière simple,
Et la blockchain, et on le verra avec Christophe, est une réponse, c'est pas la seule, mais c'est une bonne réponse technique pour permettre d'élargir l'offre. Et puis le deuxième axe, c'est la personnalisation du service. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai élargi mon accès à différentes offres pour mes clients, je dois personnaliser mon service. Et pour personnaliser le service, il faut deux choses. Il faut que je connaisse mon client. Ça, c'est le premier point. Et donc, la traçabilité du passif va devenir absolument incontournable pour pouvoir identifier qui sont mes clients. Et puis, il faut industrialiser et systématiser ma prestation de service à tous mes clients. Et donc, il faut derrière une technologie qui me permette d'assurer que, quoi qu'il arrive, je donne le même service aux clients qui ont les mêmes produits. Et ça, ce sont des enjeux technologiques aujourd'hui qui sont en train d'exploser et qui changent complètement la donne dans la relation entre les producteurs et les distributeurs. Mathilde, peut-être que tu souhaitais compléter ? Oui, pour reprendre ce que disait Rémi tout à l'heure, effectivement, dans un contexte de contraction des marges, on a vu quand même depuis un moment cette tendance à venir rationaliser le nombre de dépositaires chez les assureurs, qui en avait quand même toute une myriade, et on a commencé à en avoir plutôt 10, plutôt 2, plutôt 3 pour les meilleurs d'entre eux. Et finalement, la proposition faite par des plateformes type business, c'est d'aller un cran plus loin, parce qu'on ne rationalise plus seulement les acteurs existants, on propose et on fait une proposition de valeur complémentaire qui est véritablement disruptive au sens du schéma organisationnel qu'elle vient mettre en place sur cette chaîne de valeur qui n'existait pas. Donc on ne fait pas que rationaliser des solutions et des processus qui préexistaient pour venir contracter ces coûts opérationnels. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir quelque part repenser ou commencer à repenser cette chaîne de valeur. Et c'est vraiment ça le mouvement porté par ces plateformes. Du coup, ce qu'on peut légitimement se demander, Laurent, c'est pourquoi SG et consorts n'ont pas investi plus tôt sur cette technologie finalement ? Alors, SGSS, effectivement, nous n'avons pas investi en monnaie aujourd'hui dans des initiatives blockchain liées aux parts de fonds. Mais par contre, nous avons beaucoup travaillé sur ce type d'initiative. Donc, on a commencé à faire nos premières expérimentations et on a été les premiers dans le monde à le faire avec Funchain. C'était une expérimentation au Luxembourg en 2015. Donc, c'est finalement un sujet qui a déjà plus de 6 ans. On a bien évidemment travaillé avec Isness. Donc, on a contribué au développement d'Isness. Et aussi, on a fait des expérimentations avec FundsLT. Donc, on sait exactement ce que peut nous ramener la technologie, les freins aussi à la technologie. Notre branche d'asset management a investi, par contre, là, ça peut vous rassurer, mais notre asset manager de Société Générale a investi dans Isness. Donc voilà, on se rend compte que déjà depuis 2008, on a beaucoup investi dans la réglementation, parce qu'on a beaucoup de réglementation, on a des legacy systems, donc voilà, on se doit de mettre à jour. On est une banque, on est régulé. On a beaucoup investi aussi dans l'efficacité opérationnelle ces dernières années. Après, c'est le cas de la grande majorité des banques. Et pour en revenir à notre investissement, c'est dur de justifier aujourd'hui un investissement dans une plateforme en ayant le legacy system. Et de ce qu'on a vu des premières expérimentations avec nos collègues asset serviceurs, aujourd'hui, les retours sur investissement, ils sont plus durs à confirmer, à maîtriser côté asset servicing aujourd'hui. Donc, c'est évidemment une voie royale pour les nouveaux entrants. Et justement, Christophe, comment vous vous positionnez chez Isness sur ces créneaux-là ? Le positionnement d'Isness, il a été très bien décrit par vous deux, par Mathilde, puisque c'est un positionnement complètement innovant. En fait, c'est un projet, mais peut-être vous le savez déjà, qui a été porté historiquement par une communauté de sociétés de gestion et qui a été rejoint ensuite par des investisseurs institutionnels. C'est un projet industriel par nature, et ce qui a poussé ces acteurs-là à chercher des solutions nouvelles, mais ça a été décrit par les précédents intervenants, y compris par Rémi, c'est que les infrastructures qui étaient à disposition des acteurs de ce segment étaient insatisfaisantes, vieillissantes, portées par les banques, et n'ayant pas fait l'objet d'investissements significatifs dans les 20 dernières années.
C'est vrai que le post-marché sur les parts de fonds ou sur la valeur mobilière, c'est pas très sexy, ça n'intéresse personne en gros, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'elles sont vraiment défaillantes et qu'on peut imaginer les choses autrement. On a imaginé les choses autrement parce que les asset managers ont dit: est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution qui soit à la fois moins chère et plus simple pour distribuer nos fonds et pour ouvrir un canal de communication direct entre nos investisseurs et nous-mêmes, producteurs de fonds, avec plein d'avantages, puisque à partir du moment où on monte une solution de cette nature qui met directement en contact consommateurs de fonds et producteurs de fonds, on en tire plein d'avantages, pas simplement financiers, nombreux avantages opérationnels. Un canal de communication directe, c'est aussi la possibilité de gérer des transmissions d'informations, de documents réglementaires. C'est aussi la possibilité de gérer les OST. C'est aussi la possibilité de contacter directement son client en cas de crise, de gérer les gates. Enfin, il y a tout un tas de bénéfices qui apparaissent quand on construit ce type de plateforme. Voilà. Merci Christophe, merci à tous. Je crois que tout le monde désormais comprend mieux comment le fonctionnement de l'écosystème entre asset managers, assureurs et dépositaires, ainsi que le contexte ont fait émerger ce genre d'initiative. Je vous propose maintenant de passer à la partie où on va aborder des cas d'usage grâce à des témoignages d'utilisateurs de plateformes. Et pour ceci, je vous prie d'accueillir Bertrand Hilde, Treasury Front Officer chez NJTM, et Thibaut Corvézier, directeur de la gestion immobilière chez Turgot M. Alors Thibaut, pour commencer, comment un acteur de niche peut s'appuyer sur une plateforme de ce type pour se démarquer? Alors moi, je vais apporter le témoignage finalement d'un utilisateur business et une belle rencontre finalement avec Generali. Pourquoi? Parce que finalement, moi, je représente une petite société de gestion entrepreneuriale qui a une SCI, et cette SCI est distribuée dans des contrats d'assurance vie par des assureurs en unité de compte. Et donc, quand on a cherché un nouvel assureur pour distribuer notre unité de compte, on est tombé sur Generali, et Generali nous a dit, écoutez, voilà, nous on est d'accord pour distribuer votre unité de compte, mais ça passera par Isness. Et Isness a été un superbe levier de développement pour nous. Pourquoi? Parce que finalement, ça va gérer en fait toute la partie passif, qui est une partie en fait extrêmement chronophage, où on est exposé en fait à des risques opérationnels, tout ce qui est gestion des souscriptions, des rachats, attestation de parts. Et donc, on a trouvé à travers cette technologie blockchain à la fois une solution qui soit pertinente, rigoureuse, qui permette d'avoir une authentification qui est excellente et qui nous permet de processer finalement toutes les demandes de parts qui sont extrêmement manuelles aujourd'hui. Donc c'est un élément extrêmement positif. Très bien. Et quand on parle justement, vous parliez justement du partenariat avec Generali, maintenant avec Isness, on imagine que quand on parle plateforme, on parle branchement aussi opérationnellement. Qu'est-ce que ça nécessite pour un acteur comme Turgot de se brancher à Isness par exemple? Alors, on a la chance en fait chez Turgot d'avoir une culture générale, une culture digitale, pardon, culture générale aussi, mais culture digitale. Voilà. La culture digitale, on est des vrais entrepreneurs. La SCI qu'on lance en fait est une SCI extrêmement innovante. Donc on est extrêmement ouvert. En fait, il y a un peu les early adopters et puis il y a les followers. Donc nous on fait partie plutôt de cette première famille et on s'aperçoit que finalement c'est très simple parce que finalement rentrer sur Isness c'est une API, c'est facile de se connecter. On a besoin de renseigner des informations sur le fonds, sur la valeur de la part. Et après, tout en découle. Donc c'est extrêmement simple. D'accord. Et côté Bertrand, donc chez Engie, qu'est-ce que ça nécessite pour un corporate? Et qu'est-ce que ça apporte surtout de se brancher à une plateforme d'investissement pour notamment la réception-transmission d'ordre? Donc bonsoir à tous. Donc faut savoir nous chez Engie, on investit une grosse partie de notre trésorerie dans des fonds monétaires pour des raisons de liquidité quotidienne, pour des raisons de stabilité, d'équivalence cash. Donc la première des raisons pour qu'on utilise Isness, elle est financière avant tout, vous en doutez bien. Isness ne facture pas de frais de garde, ni de frais de transaction. Par le système de blockchain, il remplace le circuit traditionnel des banques
donc des titres bookés via un compte titre. Et donc la solution est gratuite pour l'investisseur. La deuxième raison, la solution Isness est perçue comme innovante, notamment en ce qui concerne la réception-transmission des ordres. Elle permet une digitalisation et une uniformisation du processus de souscription rachat des OPC. Les ordres se faisant actuellement par fax, par téléphone ou à la voix encore. Donc c'est voilà quoi. Et la solution Isness nous permet un traitement des opérations au cut-off time du fonds, là où les banques nous imposent un traitement de plusieurs heures, d'1 à 2 heures. Donc ça nous améliore la flexibilité dans la gestion du cash au quotidien. Donc ce qu'il faut retenir, donc, ce qu'Isness apporte, c'est une réduction du risque opérationnel dans la gestion du cash par un accès unique à toutes les solutions d'investissement type OPC par tous les gestionnaires front office. Troisième raison, c'est le KYC. La plateforme Isness nous permet d'avoir un KYC unique, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, nous enregistrons notre KYC sur la plateforme et tous les asset managers ont accès à ce KYC. Donc, c'est-à-dire si on doit faire un update de ce KYC, on n'est pas obligé de l'envoyer à 20 asset managers, par exemple. Donc, tous les asset managers ont accès à ce KYC en même temps. Et dernier point que je mentionnerai, bon, ça c'est plus au niveau du corporate NJ, le département finance organise chaque année un concours dans lequel les services peuvent postuler ou présenter des projets ou des innovations. Nous avons présenté la solution Isness en 2020 et nous avons gagné le premier prix. Voilà. Merci, c'était très clair. Mais du coup, je pense que l'audience a la même question que moi. Qu'est-ce qui fait que toute la place n'est pas sur la plateforme, Thibaut ? Alors, tout d'abord, en fait, pour la première raison en fait, que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément une culture digitale. C'est vrai que blockchain, c'est un terme quelquefois qui fait un petit peu peur aux non-initiés. Donc, il faut avoir cette culture en fait, digitale. Après, ce qui se passe, si tout le monde n'est pas sur Isness aujourd'hui, c'est que finalement, nous, en faisant ce choix-là, on va être à la fois sur Isness grâce à Generali, et encore une fois, c'est extrêmement positif pour nous, mais notre objectif, ça va être aussi d'amener les autres assureurs partenaires aux côtés de Generali, de telle manière à ce qu'on n'ait pas besoin de gérer à la fois Isness, et puis ce qu'on gérait par ailleurs avec les autres assureurs qui restent extrêmement manuels, chronophages, avec des risques opérationnels. Donc tout l'enjeu, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on construit les relations avec nos partenaires assureurs, qui sont des partenaires avant d'être c'est distributeurs, mais partenaires. Et l'idée, ça va être de travailler avec Generali, avec Isness, de telle manière aussi à amener ces autres acteurs qui sont importants dans la dynamique de notre fonds vers Isness, de telle manière à ce que Isness devienne notre solution unique et dans l'intérêt de tous, dans notre intérêt bien sûr en tant qu'utilisateur. Mais on voit bien que tous les risques opérationnels qu'on mentionnait sont des risques opérationnels qui a du côté aussi assureur. Mathilde, peut-être que tu voulais dire un mot en plus de Thibaut là-dessus ? Pour paraphraser un peu ce que dit Thibaut, c'est vrai que ça fait un moment que la place est à la recherche d'un moyen d'industrialiser l'investissement sur les supports immobiliers, et notamment les assureurs, pour les fameux bulletins de souscription papier, les VL fournis par mail, les calculs de dividendes à la mano, vaguement sur Excel. Et donc on voit bien que voilà, ce que tu évoques avec des plateformes de ce type-là, c'est finalement offrir à la place une sécurisation qui est en plus portée par l'asset manager, qui est donc en pleine responsabilité finalement de ce processus-là. Et ça permet, comme tu le disais, finalement pour un progrès pour l'ensemble, d'accompagner la hausse des encours sur les supports immobiliers qui sont considérés par l'épargnant comme une valeur refuge, qui sont quand même... pour l'assureur, toujours meilleur que de vendre du fonds euro, et pour les asset managers, comme Turgot, évidemment, le cœur du business model. Donc, on a quelque chose qui sert finalement l'ensemble de l'écosystème. Laurent, je sens que ça vous démange. Qu'est-ce que vous voyez comme frein à l'expansion Isness Ah, ça y est, c'est à mon tour. Ouf. Ah, ça y est, une bonne question.
Bon, tout d'abord, j'ai entendu vos témoignages, voilà, donc ça c'est fait. Non, alors au niveau des obstacles, bon, effectivement, j'en vois plusieurs. Le premier, on en a parlé, c'est un petit peu l'adoption. Ça, je pense que c'est important parce que quand on parle de plateforme, le sujet numéro 1, c'est l'adoption. Et là, je vous renvoie à la loi de Metcalfe. La valeur d'une plateforme est égale à la somme des utilisateurs au carré. Donc, si vous êtes déjà allé sur le Bon Coin ou si vous allez sur Amazon, vous comprenez que l'utilité d'une plateforme, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs qui vont vendre et un maximum d'utilisateurs qui vont acheter, donc les mettre ensemble, d'avoir un maximum de produits. Donc, si vous allez sur le Bon Coin et que vous voyez rien, vous allez y aller une fois, 2 fois, mais vous n'irez pas 3 fois. Donc, finalement, c'est la même chose pour Amazon et c'est la même chose pour l'ensemble des plateformes. Donc, l'adoption, c'est nécessaire parce qu'il va falloir des corporates, il va falloir des asset managers, il va falloir des assureurs, il va falloir que la plateforme, elle s'upgrade au niveau des produits et il va falloir qu'il y en ait plus, tout simplement. Et aujourd'hui, quand on regarde, alors bravo pour ce que vous avez réalisé chez Isness, mais quand on regarde les différentes plateformes concurrentes, vous avez 4-5 concurrents qui utilisent la blockchain, mais il y a encore de quoi d'aller récupérer des asset managers et des assureurs. Et j'ai pas vu beaucoup d'Américains. Alors peut-être que je me trompe, mais les plus grands asset managers, ils sont aux États-Unis. J'en ai pas vu des tonnes encore sur la blockchain. Sauf bien sûr si vous allez nous faire des annonces dessus. Donc voilà. Donc le sujet numéro 1 pour moi, c'est bien entendu l'adoption. Et qui dit adoption dit aussi modèle de rentabilité, parce qu'il va falloir beaucoup de monde pour que ce soit rentable, avec des break-even qui vont être assez élevés. L'obstacle numéro 2, je dirais qu'il y a aussi un obstacle réglementaire. Alors oui, je suis l'étranger. Non, nous sommes 2, parce qu'on est tous les 2 du Luxembourg. Donc nous sommes 2 étrangers. Donc on a bien vu qu'il y a une grande avancée qui a été faite d'un point de vue réglementaire en France. Loi Pacte, on voit très bien que le régulateur, il est chaud pour avancer sur ces sujets-là, mais il va falloir quand même attendre MiCA, le régime pilote. Et je pense par contre que cet obstacle-là risque de devenir un accélérateur d'ici, 2024-2025 pour ce qui est MiCA et régime pilote. Donc pour moi, je vois, d'un point de vue réglementaire, il y a aussi des différences réglementaires entre différents pays, ce qui peut être par moment un obstacle. Donc quand on parle d'obstacles entre pays et quand on parle de géographie, je vais aussi parler des différents modèles. Donc, étant au Luxembourg, on est sur un modèle d'argent transfert. En France, le modèle est différent. Vous allez aller dans d'autres pays, ce sera différent. Donc, il faut bien entendu que la plateforme elle soit en capacité d'intégrer tous ces éléments-là. Donc, il y a un élément aussi de produits et de géographie. Et je vais terminer par le dernier obstacle. J'en ai 4. C'est la partie cash. Donc, la partie cash qui nécessite d'être géré au sein de la plateforme. Donc aujourd'hui, la partie cash n'est pas gérée au sein des plateformes. Nous attendons avec impatience l'arrivée du DigiEuro, l'arrivée de Settlement Coin. Donc en l'occurrence, comme pour MiCA et pour d'autres sujets, 2024, 2025, 2026. Voilà, donc ça va être un sujet d'efficacité pour tout le monde, mais surtout pour la plateforme qui pourra intégrer cette partie cash, qui aujourd'hui est en dehors. Donc voilà, je m'arrête à ces 4 obstacles. Merci Laurent, c'est déjà très bien. Merci Thibaut, merci Bertrand pour vos témoignages. On vous retrouve à la fin pour les questions-réponses évidemment. Je vous propose maintenant d'aborder l'évolution du marché de l'asset servicing à court et moyen terme et donc de retrouver Jean-Marie, Rémi et Christophe pour parler du sujet. Et en prémisse, on va donc revenir rapidement sur ce qui fait le succès de ce type de plateforme et surtout quel est l'impact sur la chaîne de valeur opérationnelle. Jean-Marie, pour commencer, quel service justement voyez-vous sur ces plateformes? Qu'est-ce que ça procure aux AM? Alors pour répondre à cette question, en fait, c'est de se demander pourquoi Groupama Asset Management a participé autour de table pour créer Isness. Déjà, si on aura quelques éléments de réponse. Alors, sans refaire l'histoire, je pense que les asset managers, historiquement, se sont toujours beaucoup plus focalisés sur la gestion de l'actif
que sur la gestion du passif. Et donc, ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup développé, beaucoup de stratégies financières pour obtenir des performances financières qui répondaient au mieux aux attentes des clients. Mais la connaissance même des clients, ils l'ont laissé à d'autres. Ils l'ont laissé à d'autres et ils l'ont laissé notamment aux dépositaires. Et ils en avaient une information plus ou moins complète, plus ou moins régulière, jusqu'au moment où on s'est aperçu d'un double phénomène. Le premier phénomène, c'est que la prestation de service vis-à-vis d'un client nécessite de connaître le client. Et donc, il y a eu une prise de conscience générale des producteurs de gestion de dire la gestion d'actifs, c'est bien, mais la connaissance du passif, c'est aussi pas mal. Et en plus, on va établir des liaisons entre gestion d'actifs et gestion de passifs de manière à avoir encore plus d'efficacité financière. Donc, je dirais que le premier avantage et la première motivation qu'on recherche, c'est véritablement la connaissance du passif et sa traçabilité. Alors, le sujet, c'est pas tellement de connaître que Madame Michu est cliente de mon produit. Certes, il le faut, parce qu'en plus, on a maintenant des obligations réglementaires, lutte anti-blanchiment, etc., etc. Donc, on a un certain nombre de choses à faire en même temps que le distributeur, voire en plus du distributeur. Mais je pense que derrière, quand je parle de connaissance du passif, c'est d'aller même un peu plus loin. C'est de se dire et de comprendre quel pourrait être le comportement de Madame Michu dans certaines phases de marché. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a investi dans mon produit dans le cadre d'une gestion libre, d'une gestion déléguée, d'un mandat qu'elle a confié à son banquier privé? Elle prépare sa retraite dans 5 ans, elle prépare sa retraite dans 30 ans. Et ça va induire du comportement dans certains contextes de marché. Et de pouvoir mieux comprendre comment mon passif va se déformer dans certaines phases de marché. S'il y a un crack action demain, si elle a investi pour 30 ans, elle ne va peut-être pas du tout réagir de la même façon que si elle a besoin de ses capitaux dans 6 mois. Et donc, c'est bien cette compréhension comportementale de mon passif qui va être déterminante et qui va être une information de très grande qualité pour mon gérant. Parce que je vais lui dire, voilà mon petit gars, ton passif, il est comme ça. Donc, si tu investis dans certaines stratégies plus ou moins liquides, parce que le sujet de la liquidité est vraiment majeur dans nos marchés aujourd'hui, il faut que tu construises des stratégies peut-être différemment. Donc, le premier enjeu, et je parle d'enjeu pour un asset manager, c'est la connaissance et la maîtrise de son passif et la façon dont on va établir des passerelles entre la construction de l'actif et la construction du passif. Le deuxième point qui a été abordé également, et c'est aussi un véritable atout parce que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire mais qui n'apporte pas beaucoup de valeur entre guillemets, c'est le KYC. Donc la fameuse documentation du client. On fait tous les mêmes KYC pour les mêmes clients. C'est complètement anti-économique, si je puis dire. Et le fait d'avoir une solution qui nous permette d'avoir un document unique disponible, mis à jour régulièrement, c'est à la fois une facilité pour les investisseurs, comme cela a été dit, mais également une facilité pour les sociétés de gestion, parce que c'est un gain de productivité qui est économiquement très efficace. Pour y arriver, il faut quand même qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'on appelle un KYC. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que tous les RCCI, ces responsables de la conformité, n'ont pas les mêmes lunettes. Et ils ont parfois des tendances à lire la réglementation d'une certaine façon par rapport à d'autres. Donc, il y a des écarts. Et le gros apport ou le retour d'expérience que j'ai eu avec Business, c'est qu'on a été capable de se mettre plusieurs asset managers autour de la table et de trouver une zone de cohésion et de cohérence pour créer un KYC qui va à tout le monde. Enfin, qui va à tout le monde, qui va déjà aux asset managers qui sont dans le tour de table Business. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que des compétiteurs se sont mis d'accord sur la façon d'aborder un sujet. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très productif sur l'élément. La deuxième chose importante, c'est que c'est une véritable réduction du risque opérationnel. Pour les OPCM très classiques, c'est assez fléché, il n'y a pas de souci, mais pour les OPCM qui sont de plus en plus atypiques, et la loi Pacte nous amène sur des horizons de gestion qui sont de plus en plus longs, et donc qui vont nous amener sur des classes d'actifs de moins en moins liquides, qui ont des particularités, des modes de fonctionnement, des modes de souscription, des modes de rachat qui vont sortir du cadre, et qu'on traite aujourd'hui à la mano.
Et ça, c'est aussi anti-économique. Et donc, c'est cette réduction du risque opérationnel qui est absolument essentielle. Après, il y a le troisième élément. Est-ce que ça va nous faciliter la distribution internationale? C'est encore une question. C'est encore une question pour moi, parce que pour les éléments qui ont été présentés, c'est censé le faciliter, mais il y a de telles particularités entre les différentes cultures, ne serait-ce qu'européennes, hein, sans même parler d'Américains ou d'Australiens, mais entre un investisseur italien, espagnol et français, c'est pas la même chose. Et donc, il faut les acclimater, il faut les accompagner. Ça prendra du temps, probablement, mais c'est incontournable. Merci. Et Rémi, du coup, côté investisseur, qu'est-ce que ça change finalement d'être sur une plateforme d'investissement basée sur la blockchain? Alors, sur le plan opérationnel, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout perturbé les équipes, puisque l'appontage des systèmes d'information de Generali à Isness a été un sujet très light. Et du coup, les collaborateurs qui, tous les jours, monitorent le carnet d'ordre n'ont même pas vu qu'il se passait quelque chose. Finalement, c'est un nouveau dépositaire, un de plus. Alors Mathilde me tense en me disant il faut absolument rationaliser vos dépositaires. On l'a fait, on est parti de 23, mais on en a encore 14, dont Société Générale Security Services, qui est le principal sur notre activité, que nous désintermédions malgré toute l'affection que je porte à Laurent. Donc ça ne change pas grand-chose sur le plan opérationnel. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Nous, tous les coûts de souscription rachat, de recours au TIA disparaissent. C'est plus rapide, c'est plus efficace. C'est effectivement, on diminue le risque opérationnel par cette traçabilité, cette inviolabilité du registre que l'on a sur la blockchain. Et puis, élément important, ça permet de recréer ce lien peer-to-peer avec le producteur, les producteurs, et ça c'est un élément extrêmement important parce que c'est une belle voie pour tout un tas d'autres sujets d'économie de charge ou d'efficacité opérationnelle. Je prendrai simplement un exemple. C'est une conversation que j'ai eue longtemps avec mon voisin de droite, qui est, je suis quand même assez contrarié de devoir acheter de la donnée gratuite. Paraître être un sujet curieux, mais une société comme Generali qui travaille sur 5000 unités de compte avec 320 contreparties, sociétés de gestion différentes, ne peut pas s'organiser autrement que d'aller chez un data provider pour acheter l'AVL, le KID, le DC, les OST, les CARAC, les données statiques, etc. Et puis je m'aperçois que mon camarade de droite, lui, il paye ce même data provider pour diffuser la donnée. Et donc on est dans une situation où on a un client, un fournisseur, qui a priori s'entendent bien, mon fournisseur qui est ravi de me donner cette donnée puisque je suis investi dans le fond et donc il n'a aucun problème. Et pour autant, le système actuel fait que lui va payer Tartampion Services pour diffuser cette donnée à ses clients et les clients vont payer ce même Tartampion pour acheter de la donnée. On est quand même dans une situation assez ubuesque et pour autant c'est ce que l'on vit tous au quotidien. Et donc cette mise en œuvre de peer-to-peer, elle nous permet d'organiser l'échange de données directement entre le producteur du fonds et l'investisseur et de revenir dans une situation normale, à mon sens, où le fournisseur est ravi de donner aux clients les informations sur ce qu'il achète. Je m'arrête là parce que j'ai 1000 autres use cases possibles à vous présenter. Ceci dit, je n'ai pas loupé votre pic pour Laurent. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez de LGSS? Qu'est-ce que vous attendez des dépositaires? Alors, Qu'est-ce que vous attendez de Generali? pas de pic pour Laurent. D'abord, il y a un élément central que Laurent a bien exprimé, c'est cette partie cash. Et on a besoin de banques pour régler la jambe cash, pour dénouer la jambe cash de nos transactions. Ensuite, effectivement, ce mouvement-là de transfert d'une partie de nos encours dans la blockchain, il déshabille un peu l'activité de Laurent, qui, pour autant, a certainement à réinventer un peu un bout de son métier vis-à-vis des investisseurs pour refabriquer de la valeur ajoutée, ou en tout cas des services qui portent de la valeur ajoutée, parce que force est de constater que, cher Laurent, ce que je vous enlève sont des services d'une banalité force, où la valeur ajoutée en tant que telle n'est plus ce qu'elle a pu être
il y a 20 ans quand la technologie n'était pas là. Donc rien de personnel. Et on a besoin des banques pour la stabilité financière, mais également pour assurer cette partie cash qui sera sans doute un jour substituée avec les monnaies numériques de banque centrale et l'euro token tel qu'on l'envisage et dans laquelle d'ailleurs ISNES a participé dans une expérimentation. Et Laurent, du coup, quels impacts financiers vous anticipez sur votre activité finalement avec l'avènement de ces différentes plateformes ? Alors, je vais rassurer Rémi, on a le même problème pour les NAV aussi, parce que quand on calcule des valeurs nettes d'inventaire, on est obligé d'acheter des datas, et ça peut être des datas de chez vous, ça peut être des datas de notre voisin, et on peut même acheter des datas qu'on a déjà produits. On s'est aussi rendu compte de ce problème-là en tant qu'asset serviceur. On a regardé, on a été sollicité sur une initiative pour s'échanger des datas et de se bypasser des data providers. Donc, il y en a qui veulent se bypasser des dépositaires, et il y en a d'autres qui veulent se bypasser des data providers parce qu'ils coûtent très très cher, peut-être encore plus cher que les assets serviceurs d'ailleurs. Et voilà, bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un modèle rentable. Donc je sais que l'initiative, elle est morte quelques mois après, c'était il y a 3-4 ans en arrière, mais ça vaudrait peut-être le coup de s'y pencher à l'avenir. Donc Les impacts financiers. Les impacts financiers, vous attendez un chiffre ou Dites-nous. Non, alors je vais pas forcément donner de chiffres, mais bien entendu, on est conscient que avec l'avènement des plateformes, on a certains de nos clients qui vont passer par les plateformes. On en a parlé juste avant avec Rémi, donc ça, on sait qu'on a déjà 2-3 clients qu'on a perdus sur une partie de notre gâteau. Entre guillemets, bon, c'est peut-être pas forcément la bonne expression sur une partie du gâteau, mais ça, on en est tout à fait conscient. Et on est aussi conscient qu'on a fait pas mal d'études statistiques. On est une banque. L'asset servicing, c'est une partie de la banque, parce que la banque, ça couvre une multitude de métiers. Au sein de l'asset servicing, la partie souscription-rachat, c'est aussi une partie, parce qu'on a encore beaucoup d'activités comme la gestion de l'actif, l'autre métier de dépositaire, entre guillemets, pour la partie conservation, etc. Donc, on a regardé les différentes études. Aujourd'hui, on estime le marché de la tokenisation des fonds d'investissement d'un point de vue mondial à peu près 5 trilliards. Donc on sait qu'il y a 10% du marché qui peut être tokenisé. Donc en partant de là, on sait à quoi s'attendre dans l'avenir. Mais bon. Et justement, comment vous voyez les dépositaires réagir par rapport à cette modification du marché ? Alors comment on va réagir ? Alors ça c'est une question pour Darwin. Je pense que ça c'est une question pour moi. La désintermédiation... On va dire que la désintermédiation ne signifie pas disruption, mais Rémi l'a souligné, je ne dis pas ça parce qu'il est client de SGSS, ça signifie réinvention chez nous. Ça peut signifier disruption si on ne fait rien, mais si on travaille et qu'on est sérieux comme chez SGSS, ça signifie réinvention. Donc effectivement, le monde de l'asset servicing va changer. Il a changé déjà il y a de ça 20 ans, quand on est passé du papier à l'électronique. On a créé des infrastructures qui sont performantes, peut-être pas assez d'après vous, mais on va dire qu'ils sont quand même performantes. Et maintenant, on va passer du monde électronique au monde digital. Et donc, il va y avoir beaucoup de changements qui nous attendent dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on se focalise sur la partie fonds d'investissement, mais il faut penser à la partie equity, il faut penser à la partie obligations, real estate. On va dire, quand on regarde le métier d'un point de vue global de l'asset servicing et le métier de banque, on va dire, je ne dis pas que la partie fonds, c'est petit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un moment donné, il faut faire des choix. Donc je vois que les top 8 asset serviceurs dans le monde, ils ne se positionnent pas sur la partie fonds. Mais nous, on a fait le choix de travailler aujourd'hui sur la tokenisation des actifs financiers. On a une start-up interne qui s'appelle Société Générale Forge. On a déjà réalisé 6-7 grosses transactions où on a tokenisé des bonds contre des monnaies digitales de banque centrale. J'arrive plus à parler français, mais j'allais dire des CBDC, mais non, on est en France. Voilà, on l'a fait sur des produits structurés, on travaille avec les différents régulateurs. Voilà, on travaille sur des grands sujets. Et donc aujourd'hui, on pense effectivement sur cette activité-là qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien sur la partie fonds. Je pense sur la partie fonds, on peut éventuellement changer de fusil d'épaule si d'autres assets serviceurs, parce qu'aujourd'hui, on a surtout remarqué que les différentes initiatives de blockchain sont portées par des
des assureurs et des asset managers, mais pas par des asset serviceurs. Mais si demain, on a 3-4 asset serviceurs qui toquent à notre porte et qui disent on veut créer un modèle dédié aux asset serviceurs, ça ne nous empêchera pas d'y aller. Et encore avant-hier, il y en a un qui est venu toquer à ma porte pour créer quelque chose avec 2 asset serviceurs. Donc, je suis sous NDA, je ne pourrais pas te dire les noms, hein, bien sûr. Donc voilà, donc les choses évoluent. On fait tout pour avancer et on fait tout pour surtout se réinventer parce que voilà, si on perd une partie, l'objectif c'est de se focaliser sur de la valeur ajoutée et de créer les métiers de demain pour être acteur du changement. Super, merci. Et Mathilde, comment tu vois les choses, toi, de ton côté ? Je rejoins ce que disaient Rémi et Laurent d'un point de vue, nous, ce qu'on voit se dégager quand même sur le marché, et sur tout ce qui est infrastructure de marché justement, c'est la naissance de plein de plateformisation servicielles sur l'ensemble de la chaîne de valeur, front, middle, back. On voit tous les acteurs engagés. Laurent vient d'en parler, les asset serviceurs d'un côté. Alors, je ne sais pas si l'idée, c'est de faire 2 camps, mais bon, on pourra en reparler. Mais il y a bien les éditeurs sont sur le créneau, les assureurs également, les asset managers, les asset serviceurs. C'est un mouvement de place. Il y a des partenariats qui s'opèrent aujourd'hui. On travaille d'ailleurs sur certains d'entre eux. Donc ça c'est une vraie tendance. La vraie question, c'est de voir comment l'écosystème va bouger, quel type de partenariats vont se nouer. Est-ce qu'effectivement, on va faire quelque chose type océan rouge, on va faire 2 clans et on verra à la fin qui est le plus gros et qui fonctionne, ou est-ce qu'on va faire quelque chose de plus partenarial, de plus écosystémique, avec des ponts entre acteurs qui aujourd'hui étaient silotés et le seront peut-être moins demain. Voilà, pour moi, c'est ça le mouvement. Ouais, quand je t'entends, je me suis dit, j'ai oublié peut-être de dire quelque chose. Donc je parlais effectivement de disruption, de réinvention, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec ce nouveau monde. C'est un peu, quand on parlait des fintech au début 2010, elles vont tout disrupter, mais finalement on s'est rendu compte qu'elles ne disruptent pas forcément, mais on travaille, on collabore avec les différentes startups, et je pense que dans l'avenir, on va collaborer avec des acteurs qui peut-être vont nous prendre une partie du gâteau, donc on va collaborer avec, mais ça va surtout nous donner des idées pour créer de nouveaux services ensemble, et peut-être qu'avec ces acteurs-là, on créera des nouveaux services ensemble. Donc c'est vraiment la collaboration fintech, nouveau monde et monde d'aujourd'hui, je ne vais pas dire ancien monde, hein, et le monde d'aujourd'hui, clairement, ça va être des vrais sujets d'actualité. Relation win-win alors. Et justement, à court terme, Jean-Marie, comment vous voyez ces initiatives s'inscrire encore davantage dans l'écosystème ? Alors, à court terme, de quoi avons-nous besoin ? Ça revient à ça. Alors, je pense qu'on n'est vraiment pas encore au bout du chemin sur la traçabilité et la connaissance du passif. Donc, il y a encore beaucoup de travaux et de concepts à développer. Donc c'est vrai que des initiatives comme Business permettent d'accélérer, de faire prendre conscience à la fois aux sociétés de gestion. Le régulateur aussi pousse, parce qu'aujourd'hui, en tant que société de gestion, on doit faire des stress tests de passifs. Et donc, pour faire des stress tests de passifs et que ça veuille dire quelque chose, il faut bien segmenter mon passif. Et donc, il y a encore beaucoup de travaux de place qu'on doit développer ensemble pour se mettre d'accord sur une segmentation du passif. Donc je pense que pour que la technologie puisse passer à un nouveau stade, il faut quand même qu'on ait des travaux de collaboration des différents acteurs pour qu'on se mette d'accord sur la façon de traiter le passif et de l'identifier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Après les sujets d'actualité, entre guillemets, en tout cas le régulateur est très présent vers les sociétés de gestion, c'est la gestion de la liquidité. Je veux dire, on vient de vivre plusieurs années où des tombereaux de liquidités ont été versés sur les marchés financiers, ce qui veut dire qu'on a quelque part, quoi qu'on en dise, un excès de liquidité qui circule. Et donc le problème de cette gestion de la liquidité, à un moment donné, va se faire rappeler à l'ordre. Et on s'est déjà fait un petit peu peur en début d'année 2021 sur des sujets de liquidité sur les OPCM monétaires. Et donc, la façon de gérer la liquidité et de gérer la déformation du passif, notamment avec des outils tels que les gates, va devenir essentielle et centrale. Et centrale sur toutes les classes d'actifs, pas uniquement sur le monétaire, mais sur toutes les classes d'actifs. Et aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont vieux comme le monde, entre guillemets, notamment au Luxembourg, c'est largement développé, mais ce n'est pas du tout industrialisé. C'est-à-dire que si vous demandez à un dépositaire de mettre en place des gates, potentiellement des gates, c'est à la mano. Donc ils nous disent on saura faire si sur un produit, sur un fonds, sur un mouvement,
Mais si c'est toute la place qui vient activer des gates au même moment, et en général, on activera lorsqu'il y aura un pépin sur les marchés, donc tout le monde sera pris dans la tempête, là, il n'y a aucun outil de place qui sait les gérer. Et je pense que les nouveaux outils, les nouvelles technologies devraient se pencher sérieusement sur le sujet, parce que ça sera probablement moins coûteux de le développer à partir d'une feuille blanche que de modifier ou de faire évoluer des systèmes informatiques assez anciens, et sur lesquels, quand vous tirez un fil, vous avez le mur qui arrive, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que ça, c'est le deuxième sujet qui me paraît tout à fait incontournable. Troisième sujet, on parle de la blockchain, et pour l'instant, la blockchain, on l'a abordée sur le côté passif, puisque c'est le client, l'identification, la conservation des titres. Il y a quand même un sujet de gestion d'actifs, qui est la data. Et je suis étonné qu'on ne se pose pas la question de savoir comment on peut utiliser la blockchain pour les gérants. Pour les gérants, puisque eux, leur valeur ajoutée, c'est à partir du traitement de la donnée. Et on a un excès de données, et comme tu l'as dit tout à l'heure, on la paye dans tous les sens, ça coûte de plus en plus cher. Il y a des oligopoles qui savent très bien se défendre, et c'est souvent libellé en dollars en plus. Et donc je pense que si on arrivait à utiliser des outils tels que la blockchain pour recréer un écosystème de traitement de la donnée, de conservation de la donnée, pas que financière, mais extra-financière, je pense qu'on pourrait aussi avancer sur des sujets beaucoup plus efficaces pour l'industrie. Merci Jean-Marie. Rémi, après avoir eu la vision de Laurent, après avoir eu la vision de Jean-Marie, côté Generali, comment vous voyez vous inscrire finalement sur ces plateformes d'investissement? Alors, on se voit en plusieurs étapes. À très court terme, les premières actions qu'on entreprend, c'est évidemment d'onboarder les encours gérés par les sociétés de gestion du groupe. General Investment Luxembourg, puisque Isness peut désormais opérer à Luxembourg, comme il peut également opérer en Irlande. Donc General Investment Luxembourg, General Investment Partners, Sycomore, la galaxie, je dirais, des boutiques d'asset management de Luxembourg, d'asset management de Generali. Ce qu'on essaie de créer également, c'est que l'écosystème soit rejoint par d'autres asset owners, d'autres assureurs, de manière à ce que ça crée encore plus d'attractivité sur le volet des asset managers. On est dans une situation un peu où le chat se mord la queue. Quand on discute avec des asset managers, ils nous disent oui, mais il n'y a que Generali qui achète des fonds, ou Generali et Apicil qui achètent des fonds sur cette plateforme. Ça m'intéressera quand il y en aura plus. Quand on discute avec les asset owners, ils disent oui, mais si c'est pour acheter les fonds des 15 sociétés de gestion qui sont aujourd'hui présents, alors que moi je travaille avec 200, voilà. Donc il faut créer cet engouement collectif pour que cet écosystème qui, je le rappelle, est conçu par des asset managers et détenu par des asset managers et des asset owners, et donc qui préside à la destinée et à la roadmap de cette plateforme. Il faut qu'on arrive à créer ce mouvement pour que pour qu'il y ait cet effet boule de neige. Et on y arrive plutôt bien, même si je suis toujours impatient, mais ça c'est ma nature. Sur les encours de Generali dans la plateforme, évidemment, on n'a pas ambition de basculer l'intégralité de nos encours unités de compte plateforme. Laurent, rassurez-vous, il y aura encore à manger. Ce que l'on projette à un horizon de 3 ans, c'est d'avoir entre un quart et un tiers de nos encours en blockchain, mais surtout plutôt 40 voire 50% du volume d'ordre, parce que c'est bien sur la fréquence que l'économie pour un assureur se fait. En parallèle, évidemment, on envisage et on discute avec les autres sociétés d'assurance du groupe, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Autriche, au Portugal, pas mal de contacts, en Allemagne, pour qu'ils adoptent aussi ce dispositif et que ça nous permette également de bénéficier de cette technologie, Generali France ayant essuyé les plâtres et mis en route le dispositif. Donc voilà ce que je projette. Ce que je projette enfin, c'est un développement de nos activités, donc de notre volume d'unités de compte qui est à peu près estimé à plus 35% à un horizon 3 ans, parce que l'activité est dense et que l'offre de Generali est très attractive. Je fais un petit coup de promo.
en passant, on n'est pas market maker pour rien. Enfin bon. Et du coup, ça veut dire que l'usage de la plateforme va me permettre de faire des économies d'échelle et de maîtriser à la fois mes coûts financiers, évidemment, qui ne seront plus proportionnels au volume, mais également d'arriver à maîtriser quelques ETP qu'il aurait fallu que je recrute pour assumer cette croissance et qui vont pas être nécessaires parce que l'industrialisation, la digitalisation de toutes ces tâches manuelles que nous réalisons, par exemple, sur les sociétés civiles immobilières, sont totalement disparaissantes dans la technologie. Donc j'ai aussi des gains d'effectifs et de charges à un horizon de moyen terme. Merci Rémi. Et Christophe, vous avez eu l'avis de vos clients, de vos concurrents. Quels axes de diversification vous envisagez de poursuivre à l'avenir ? Alors, je vais y venir, mais je voudrais juste, avant de répondre à votre question, ouvrir une petite parenthèse, parce que, au fond, ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que c'est pas la première fois dans l'économie, dans l'industrie en général, que des acteurs économiques se fédèrent pour mettre en place une infrastructure commune. Il y a plusieurs exemples. J'en ai un en tête. C'est celui des compagnies aériennes américaines dans les années 80, qui s'emparent d'une technologie nouvelle qui est l'informatique, et qui en fait construisent un système qui existe toujours, qui s'appelle Sabre, et qui est une plateforme, qui leur offre une plateforme de ticketing, donc de réception et de transmission de billets d'avion, et qui leur offre au passage la transparence sur leur clientèle que ces compagnies ne connaissaient pas, puisqu'ils étaient intermédiés par, vous vous souvenez, pour les plus jeunes d'entre nous, par des agents de voyage. On allait remplir un coupon, et on avait le droit de voler. Donc les compagnies ne connaissaient pas leurs clients, par conséquent, elles ne pouvaient pas faire d'offres spécifiques, ni de mileage, ni de fidélité, etc. etc. Donc ce n'est pas la première fois que des acteurs économiques s'emparent de ce sujet-là, entre concurrents, pour construire une infrastructure qui les serve tous, donc au bénéfice de tous. Voilà, je referme ma parenthèse. Alors, nous, on a, au cours de ces 3 dernières années, dépensé à peu près 7 millions d'euros pour construire cette plateforme. On considère aujourd'hui qu'il nous faut encore dépenser 4 ou 5 millions pour l'amener au niveau où on a tous envie de l'avoir. Alors, avec plusieurs axes de diversification. Alors, le premier axe, c'est diversification de produits. Aujourd'hui, on peut référencer sur Isness tous les fonds UCITS. Alors, dans l'Europe des 27, ça fait déjà pas mal, parce que dans l'Europe des 27, donc hors UK, je précise, qui est un gros acteur, il y a 75 000 fonds, dont à peu près 45 000 fonds UCITS. Donc, voilà. Ensuite, grâce à nos clients actionnaires, pour commencer, mais pas seulement, on a pu commencer à référencer nos premières SCI, et on s'apprête à référencer d'autres produits immobiliers, au PCI, au PPCI, qui sont aujourd'hui des fonds qu'on peut référencer simplement sur la plateforme, avec des bénéfices qu'on a déjà évoqués. Donc, dans le même ordre d'idée, on veut évidemment pouvoir servir nos clients sur des classes d'actifs qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on projette de monter sur la plateforme en début d'année prochaine. Je pense en particulier à des demandes dont on a été saisi sur les fonds de private equity, de dette privée, d'infrastructures, etc., où les gens sont demandeurs aussi de solutions et de parcours digitaux. Bon, on le comprend assez bien. La deuxième diversification, c'est naturellement une diversification géographique. Parce que Isness, c'est une société française qui est née en France. On est quelque part. Mais comme l'a dit très justement d'ailleurs Rémi, on a réalisé ce mois-ci nos premières opérations au Luxembourg et en Irlande, avec d'ailleurs un acteur américain. Voilà, donc... non. Et donc on se réjouit en fait de sortir de France, de prouver que notre modèle est intéressant
dans un autre modèle de distribution, parce que comme vous le savez, les modèles de distribution diffèrent, qu'il est opérable au bénéfice aussi des parties dans ces deux pays-là. Et c'est dans ces deux pays-là aujourd'hui qu'on peut opérer, puisque, j'insiste là-dessus, Isness, c'est une plateforme régulée, c'est une entreprise d'investissement qui a été agréée par l'AMF en juin 2020. On a passeporté cet agrément au Luxembourg et en Irlande, donc on peut référencer des fonds qui sont domiciliés dans ces trois pays, et on projette très probablement de le faire l'année prochaine pour l'Allemagne. Pourquoi pour l'Allemagne ? Parce que si vous prenez les fonds qui sont référencés au Luxembourg, qui est vraiment le premier de la classe, en termes de 35% du marché, l'Irlande, 15%, la France, 14-15 et l'Allemagne 15, faites vos comptes, on est dans la zone des 80-85% de l'ensemble des fonds en Europe. Et puis, troisième axe, c'est l'axe de fonctionnel. Je crois que Jean-Marie l'a très bien expliqué. Il y a de la part de nos clients des attentes de fonctionnalités supplémentaires qui ne se limitent pas à la tenue de registre et à la réception, transmission d'ordre au KYC. Il y a d'autres choses qui sont des besoins qui ont déjà été exprimés et auxquels on doit impérativement répondre. Il y a des besoins qui ont été exprimés sur le passif, naturellement. La gestion des gates en fait partie. C'est effectivement important d'avoir ça en tête dans une perspective de crise éventuelle, ce que personne ne désire, mais en fait, on aimerait bien se préparer pour mieux y répondre, le cas échéant. Et il y a d'autres types de besoins, comme des besoins de surveillance de ratio de liquidité ou de ratio d'emprise. Il y a aussi des besoins un peu par capillarité qui sont exprimés sur l'actif. C'est-à-dire à partir du moment où on gère le passif, on reçoit de la part de nos clients des demandes sur l'actif. Il y a évidemment beaucoup d'assureurs qui sont intéressés par ce qu'on pourrait proposer en termes de transparence au sens de solvabilité 2, etc. Donc on est saisi d'un certain nombre de demandes auxquelles on pourra pas répondre seul probablement, donc ça passera par sans doute des partenariats avec des gens qui ont déjà fabriqué des solutions. On ne va pas tout refaire nous-mêmes, je pense que ce serait pas raisonnable. Donc on réfléchit à ça, on passe beaucoup de temps aussi à essayer d'imaginer quelque chose de plus complet en termes d'offres fonctionnelles. Et si on prend un peu de hauteur maintenant et qu'on se positionne sur le marché de la distribution de fonds, à 5 ans, comment vous le voyez évoluer, vous ? Merci pour cette question. Alors, en fait, Laurent a donné des éléments de réponse. Parce que quand il mentionne des obstacles, je pense qu'il mentionne aussi des problématiques. Je crois que la distribution de fonds, c'est quand même pour moi un mystère, dans la mesure où, dans l'Europe des 27, c'est un produit extrêmement standard. On a deux réglementations produits qui sont assez stables maintenant, UCITS et AIFMD. C'est un produit qui est totalement digital, non périssable, donc normalement facile à distribuer. Et en réalité, quand on regarde sur la chaîne de valeur, la part de la richesse qui est consacrée par les fabricants à distribuer leurs fonds, c'est curieux, c'est beaucoup, c'est trop. Et c'est plutôt, on a l'impression d'être plutôt dans l'industrie du luxe, ce qui n'est pas le cas. C'est un produit de mass market. Donc, je pense que partant de là, il va falloir pour les acteurs, d'une manière ou d'une autre, trouver une manière plus élégante, plus directe et moins chère de distribuer les produits. Après, je pense que un des deuxièmes thèmes qui est pour moi très très clair, c'est l'adoption de la blockchain comme étant un outil, une technique comme les autres, enfin parmi d'autres, pour répondre à un certain nombre de besoins. Je crois qu'on le voit bien, mais ça je suis sûr que Laurent sera d'accord, dans le monde industriel, quand nous on parle avec des clients industriels, corporate, ce sont des gens qui utilisent une ou plusieurs technologies blockchain déjà
dans leurs opérations. Dans la finance, c'est peut-être un peu moins avancé. Et donc je pense qu'une des tendances qui est amorcée et qui va se confirmer, c'est l'adoption de la blockchain ou des blockchains comme, je ne parle pas des cryptos, hein, soyons bien clairs, comme un élément pouvant être utilisé, une technique comme les autres, pour apporter des solutions. Après, et je crois que Jean-Marie l'a évoqué aussi, si vous regardez la distribution de fonds en Europe, elle est très locale. C'est-à-dire si vous regardez la part des fonds qui sont fabriqués dans un pays et exportés par ce pays vers d'autres pays, c'est ridicule. On parle de 3, 4, 5, 6%. Voilà. Alors, les sociétés de gestion qui ont voulu contourner cette problématique sont passées par le Luxembourg. Ça, c'était la réponse que les acteurs de ce segment ont donné à ce problème dans les 20 dernières années. ISNES propose autre chose. C'est-à-dire que notre fonctionnement fait que, même s'il est vrai qu'il y a d'autres types de freins culturels, parfois fiscaux, etc., à la distribution à l'international, techniquement, on lève une barrière à la distribution à l'international. C'est-à-dire qu'il devient facile, on a eu encore cette discussion avant la conférence, il devient très facile, j'insiste, de vendre un fonds français à un investisseur, où qu'il soit d'ailleurs, il peut être très bien hors de l'Union européenne, dès lors qu'il arrive à réaliser son KYC sur la plateforme, il est tout à fait éligible. Et donc ça c'est un fait nouveau parce que les infrastructures actuelles ne le permettent pas. Dernier point qui est en route, même si, et ça c'est Laurent qui le disait, c'est vrai que l'horizon est un peu flou et ne dépend pas de nous, c'est l'émergence d'une monnaie numérique de banque centrale, au moins pour les paiements dits de gros. C'est-à-dire ce n'est pas forcément un outil qui va être mis à disposition des particuliers, que nous sommes, donc pas pour les paiements retail, mais au moins pour les paiements réalisés par des acteurs régulés. Donc des banques, des entreprises d'investissement, B2B, dont nous sommes. Alors ça, c'est un projet qui est parti. Je crois que les banques centrales ont été suffisamment inquiètes de l'émergence de Libra et des stablecoins pour réagir de manière assez vigoureuse. Et effectivement, ISNES a été mentionné, mais ISNES a participé à une expérimentation menée par la Banque de France en fin d'année dernière, il y a presque un an, où on a tout simplement, dans un fonds de Groupama d'ailleurs, deux de nos clients ont réalisé des investissements en monnaie digitale de banque centrale, émise à l'occasion par la Banque de France, dans un fonds monétaire de Groupama le matin. Le midi, on était content, et puis on a revendu le soir. Comme ça, on n'avait pas de création monétaire, ce qui était très important pour la Banque de France. Il ne fallait pas émettre quelque chose qui n'a pas d'existence juridique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça a prouvé, cette histoire ? Ça a prouvé qu'en fait, on pouvait le faire. Nous, on a travaillé 4 mois sur le sujet, mais ça s'est très très bien passé. Donc, au fond, nous, on est prêts. Alors maintenant, je passe votre temps. Voilà. Et alors, je voudrais, pour conclure, enfin, en tout cas de mon côté, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir il n'y a pas très longtemps. C'était une remarque de Villeroy de Galhau, donc le gouverneur de la Banque centrale, enfin de la Banque de France, qui disait en réponse à, je crois, le représentant de la Fédération des banques françaises, qui se plaignait des relations un peu tendues qu'il avait avec les fintech. Et il leur disait, il parlait publiquement en leur disant « Ne vous trompez pas d'adversaires. Nos adversaires sont les GAFA. Et elles s'intéressent au paiement, elles s'intéressent au crédit. Un jour, elles vont faire irruption sur le terrain de l'investissement. Essayez de vous organiser avant ça. » Donc voilà. Merci Christophe. Mathilde, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter à ce qu'a dit Christophe et pour conclure du coup ? Pour conclure, et effectivement, je suis évidemment pleinement d'accord avec ce que vient de dire Christophe. On voit bien que les axiomes de la métamorphose de ces infrastructures de marché
sont posées. Finalement, le mouvement est en marche. Et comme souvent, quand on vient disrupter un marché qui était très oligopolistique, on va avoir certainement une phase d'accélération motivée par tous ces partenariats qui vont se mettre en place. Et si on suit tout cycle économique classique, on retournera dans une phase de stabilisation. Et peut-être que les disrupteurs d'aujourd'hui seront les oligopoles de demain. Mais pour l'heure, on voit bien qu'on a les premières barrières qui ont été levées et certainement des pans entiers encore qui restent à aller, comme le disait Christophe, un petit peu bousculer pour voir où est-ce qu'on peut aller faciliter, gagner en efficience et en coût et en risque. Merci Mathilde pour ce mot de la fin. Je vous propose de passer à une phase de questions-réponses. Alors, vous ne voyez pas Thibaut et Bertrand, mais ils sont tout à fait capables de vous répondre. Il y a un micro volant qui va circuler. Et ne soyez pas timides. Je vais regarder rapidement sur le live si on a trouvé des questions. Sinon, n'hésitez pas, encore une fois. On a encore quelques minutes devant nous. Donc c'est une question, moi, je ne sais pas, peut-être pour Christophe ou sinon pour tout le monde. Avez-vous quelque chose de prévu avec la blockchain, notamment des smart contracts, pour le paiement des rétrocessions de distributeurs ? Merci de cette question. Alors, je devrais presque laisser Rémi répondre là-dessus, parce que je sais que c'est un de ses sujets favoris. Oui, alors, le modèle, vous l'avez compris, le modèle qu'on a construit et qu'on veut promouvoir, c'est un modèle de base de données unique qui est partagé entre l'investisseur et la société de gestion. Par conséquent, le travail de rapprochement des inventaires qui sont la base du calcul des rétros, c'est quelque chose qui n'a plus d'objet, en fait, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que tout le monde peut accéder à la même donnée, et comme il y a unicité de données, il n'y a plus de travail de rapprochement entre trois bases de données différentes, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première. Et je sens que Rémi piaffe à côté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que c'est vrai que ce sont des besoins qui sont très vifs dans le segment des assureurs vie. Donc, je pense qu'il en parlera mieux que moi. Puis je le reprendrai après la parole s'il me le laisse. Je t'en prie. Merci Christophe. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté avec Jean-Marie et avec d'autres asset managers. Le principe d'Isness, c'est de partager un registre commun. À partir du moment où on passe nos ordres via Isness, la société de gestion comme moi-même reconnaissons au même moment et au même endroit nos positions. Or, quand je regarde le cycle de production d'une facture de rétrocession d'un asset owner vers un asset manager, je m'aperçois qu'en fait, on va passer 80% du temps à récupérer les attestations dépositaires, les envoyer à l'asset manager, qui lui, de son côté, n'a pas les mêmes, donc va faire un décompte, comparer la position jour après jour pour essayer de retrouver l'encours moyen qui ne correspond pas à l'encours moyen que l'assureur m'a donné, se passer des coups de fil, des engueulades, des crispations, des négociations, etc., pour un truc qui est fondamentalement inutile. À partir du moment où j'achète à Jean-Marie des parts de son fonds et que notre registre commun, il est commun, à la fin du trimestre, la machine va me calculer l'encours moyen, qui est forcément mon encours moyen, mais qui est forcément le vôtre aussi. Et du coup, on n'aura plus qu'à appliquer le taux de rétrocession qu'on a conjointement négocié, librement consenti, lui avec un couteau dans le dos, et moi, voilà, générer une facture et passer à autre chose, et confier à nos collaborateurs des sujets de plus grande valeur ajoutée, aller négocier plus avec Jean-Marie qui ne nous donne pas assez de sa marge, piloter mieux les stocks, piloter les paiements, voilà. Et du coup, c'est une très bonne question et c'est un use case qu'on est en train de développer. On est en POC là en ce moment avec des fonds, en se disant finalement, calculer un encours moyen sur un registre qui tous les jours certifie aux deux parties ses positions, c'est pas un truc très compliqué. L'important, c'est que nativement l'information, on la partage et on la reconnaît des deux parties par construction.
Je te redonne la parole, Christophe. Vous voyez, il en parle beaucoup mieux que moi. Hein. Donc, nous, on travaille évidemment à ça, parce qu'on a été saisi du problème très tôt. On est aussi dans un écosystème, c'est-à-dire que nous, on se doit de travailler avec des éditeurs externes qui sont des fabricants de solutions de calcul de rétro ou de gestion de passifs. Donc, on a des discussions qui sont aujourd'hui entamées avec plusieurs d'entre eux pour que cette donnée circule de manière fluide dans les IT déjà en place chez nos clients. Et d'une manière générale, comme on veut faciliter, vous l'avez compris, l'adoption de la solution, on va être, nous, très souples sur la façon dont on implémente. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu ensemble, hein, puisqu'on a mis 3 mois et demi pour mettre Generali sur la plateforme, pour rentrer en production avec Generali. Donc on se glisse, on s'adapte au process, au workflow, aux syntaxes, aux protocoles d'échange d'informations qui sont en place. On n'est pas là pour bouleverser cet aspect de l'IT de nos clients. Je voudrais peut-être juste témoigner sur ce dernier point, parce que pour renforcer ce que vient de dire Christophe, à partir du moment où nous avons fait le choix d'intégrer le dispositif business, il faut bien voir que, encore, pour nous, c'était de faire coexister un nouveau système à des systèmes existants. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'atouts, la première étape, c'est qu'on va plutôt rajouter une complexité, puisqu'on rajoute un nouveau circuit, en plus des circuits existants, puisque tout n'a pas basculé sur business. Et donc la façon dont les équipes business ont conçu leur dispositif et les investissements qu'ils ont faits pour venir se plugger à notre chaîne informatique a 2 avantages majeurs. Le premier avantage majeur, et c'est vraiment un avantage managérial au niveau de Groupama Asset Management, au niveau de la société de gestion. Le premier avantage, déjà, c'est de s'assurer que nous avons une chaîne informatique qui sait accepter des nouvelles technologies telles qu'Isness d'une manière relativement simple, parce qu'en quelques mois, être en capacité d'intégrer complètement la chaîne informatique d'un asset manager, je pense que tous les asset managers n'en sont pas capables. Premier point. Donc déjà, ça permet d'avoir une lecture de la résilience et de la robustesse de la chaîne informatique de l'asset manager qui est assez importante. La deuxième chose, c'est quelque chose de très motivant pour les équipes. De très motivant pour les équipes, justement, de pouvoir intégrer ce nouveau type de dispositif, cette blockchain, dont tout le monde parle, sur lequel tout le monde fantasme, et nous, on arrive à le faire, entre guillemets. Et donc, on n'est pas les seuls à le faire, mais on arrive à le faire, et donc c'est aussi une dynamique managériale très importante. La troisième chose, c'est, et je dirais après les difficultés, parce que c'est pas si simple que ça, in fine. La troisième chose, c'est que ça pose aussi beaucoup de questions avec un nouvel acteur qui arrive comme ça, sur le partage des responsabilités. Quand on est câblé à travailler avec le dispositif classique, historique, les choses sont claires, on sait qui fait quoi, on sait qui est responsable de quoi, on a le régulateur qui a bien défini. Quand on a un blockchain qui arrive, mais qui est responsable de la position, comment on réconcilie tout ça, parce que mes clients, ils sont à droite, à gauche et sur business. Comment je fais la somme de 1, 2 et 3 pour arriver à ma position? Ça crée beaucoup, non pas de perturbations, mais beaucoup de questions sur lesquelles, et d'un point de vue juridique, et d'un point de vue technique, et d'un point de vue conformité, ce sont des investissements qu'il ne faut quand même pas négliger derrière. Donc tout ça est quelque chose qui ne faut pas sous-estimer, qui peuvent être des freins pour certains, mais qui, compte tenu de la façon dont ça se développe et de la souplesse d'intégration du dispositif, est totalement surmontable. Je voudrais juste rajouter un point, très rapidement. Encore une fois, Isness est une entreprise d'investissement agréée pour le service de réception et transmission d'ordre. Donc, on a commencé à faire nos premières opérations, pour vous donner une idée, avec d'ailleurs le feu vert de l'AMF en novembre 2017. Donc, et comme vous l'avez compris à travers notre collaboration avec la Banque de France, on travaille de manière très étroite avec les régulateurs.
Donc notre position vis-à-vis des régulateurs est très claire. Ils nous voient comme une plateforme de distribution avec toutes les responsabilités qui incombent à un distributeur. Donc de ce point de vue-là, le partage de responsabilités est très clair. Et je ne pense pas aujourd'hui que les régulateurs nous voient comme un objet exotique. Ils nous voient probablement comme un objet nouveau, disruptif, tout ce que vous voulez, mais dans leur univers de réglementaire, strictement, les choses sont parfaitement claires. On arrive très gentiment au bout du temps imparti. Si vous avez des questions, que ce soit ici dans la salle ou dans le live, vous pouvez nous les envoyer et on y répondra évidemment après la conférence. On va également vous afficher un barcode, enfin un QR code pardon, sur l'écran qui vous permettra d'accéder au livre blanc qu'on a rédigé sur la désintermédiation. Voilà, c'est une initiative aussi qui fait partie du lab. Et il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants pour aujourd'hui, pour cette conférence, et l'ensemble de l'audience également. Merci à tous.